Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Najat Belkacem. Najat Belkacem, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Vous êtes secrétaire nationale du PS aux questions de société et adjointe au maire de Lyon. Pierre Moscovici, qui soutenait Dominique Strauss-Kahn, vient d'envoyer aux autres candidats potentiels du PS qu'il appelle un texte d'exigence social-démocrate. On l'écoute. Ce qui fait que les Français souhaitaient la candidature de Dominique Strauss-Kahn, c'est parce qu'il apparaissait comme capable de répondre aux problèmes du pays, apporter des solutions. Et pour moi, ces solutions sont des solutions réformistes. Elles sont écologiques, elles sont internationalistes, elles sont européennes, elles sont décentralisées, elles sont dans l'innovation économique. Et je vais jusqu'au bout de ce que je voulais dire. Je pense que ces idées doivent toujours être centrales dans la campagne qui vient. Alors, est-ce qu'elles doivent rester centrales, ces idées ? Bien sûr, mais je n'ai pas pris connaissance encore de ce courrier dont il parle, voilà. Mais au moins sur la démarche, quelques mots, de deux choses l'une. Soit il s'agit de la part de Pierre Moscovici d'une initiative ouverte, constructive, pour apporter une pierre de plus à la plateforme commune des candidats socialistes. Et bien sûr, c'est bienvenu, même si objectivement je trouve ça un peu tardif, parce qu'après tout, on a déjà une plateforme commune qui est le projet auquel Pierre Moscovici, comme tous les amis de Dominique Strauss-Kahn d'ailleurs, ont participé, puisqu'ils comptaient bien que cette plateforme commune puisse être utilisée par leurs candidats. Donc soit il s'agit de cela, mais j'ai envie de dire, est-ce que c'est vraiment utile ? Soit il s'agit d'une démarche un peu tactique de la part de Pierre Moscovici pour avancer sa propre candidature. Et là, j'ai envie de dire que sa candidature me paraît tout à fait légitime et qu'il n'y a pas besoin de démarche tactique pour ça, que c'est justement l'esprit des primaires que de faire en sorte que le plus grand nombre de prétendants puissent se présenter, tant mieux. Benoît Hamon, qui est le porte-parole du PS et qui n'est pas spécialement connu pour avoir de la sympathie pour DSK, a dit que s'il était innocenté, le PS devrait l'inviter à participer à la campagne. Vous êtes d'accord ? S'il est innocenté, oui. Il aurait sa place dans la campagne ? Je le pense. Jacques Mahéas, qui est le sénateur maire socialiste de Neuilly-sur-Marne, a été condamné il y a 15 mois pour harcèlement sexuel contre une ex-employée municipale. Le PS vient de décider de réunir sa commission des conflits pour examiner son éventuelle exclusion. 15 mois, c'est long. Sans l'affaire Strauss-Kahn, le PS n'aurait pas réagi ? De fait, je crois que l'affaire DSK a entraîné des conséquences parfois désagréables et puis certaines conséquences assez intéressantes, comme cette libération de la parole, comme cette importance donnée soudain à une réalité du machisme, du sexisme, du harcèlement qui s'opère parfois sur les femmes en politique, voilà, qui aboutit à la prise en considération de ce genre d'affaires, y compris au sein du Parti socialiste. À titre personnel, très franchement, je n'en avais jamais entendu parler. Je pense qu'il faut aussi avoir conscience de ça. Vous savez qu'il a été condamné 3 fois. Je trouve que c'est une bonne chose que la commission des conflits du Parti socialiste s'en saisisse. Et étant donné que la justice s'est prononcée et a confirmé le verdict, est-ce qu'il faut qu'il soit exclu ? La logique voudrait qu'il soit exclu, en effet. Si Ségolène Royal, que vous soutenez, n'était pas qualifié au second tour, quel serait le candidat ou la candidate le plus apte à soutenir vos idées ? Est-ce que ce serait Martine Aubry ou bien François Hollande ? Ségolène Royal sera qualifiée au premier tour. Je n'en doute pas une seconde. Je n'en doute pas une seconde parce que je sais qu'elle ira jusqu'au bout, qu'elle a la conviction, la pugnacité nécessaire pour aller jusqu'au bout. Je sais aussi que c'est elle qui porte les idées sur lesquelles un maximum de Français se retrouveront au final. On le verra lorsque les débats commenceront. Je crois que les sondages ne veulent rien dire pour le moment. En effet, d'abord, c'est de primaires que l'on parle. Or, on ne sait pas qui seront les Français qui se rendront aux urnes pour ces primaires. On ne sait pas non plus qui seront les candidats. Vous en pressentez combien ? Quelle fourchette de participation ? C'est difficile à dire. Disons, ce que j'espère à titre personnel, c'est qu'on dépasse le million au minimum. Mais je crois vraiment qu'il s'agit là d'une ambition que s'est fixée le Parti socialiste, qui ne peut pas être finalement minimaliste. Il faut qu'un maximum de Français se sentent concernés par cette possibilité inouïe qui leur est donnée, qui est de participer à la désignation du candidat de la gauche, du Parti socialiste en tout cas. Est-ce qu'il faut tendre la main aux centristes en général et à Borloo en particulier, comme François Hollande l'a fait, en disant que si des centristes voulaient le rejoindre sur la base de ses propositions à lui, il les accepterait volontiers ?
Écoutez, pour moi, un sarkozyste repenti pour des questions de Borloo, oui, pour des questions d'ambition personnelle contrariée, n'a pas grand-chose à apporter aux socialistes. Objectivement, c'est un homme sans doute tout à fait respectable, mais pour ce qui est de son comportement politique de ces dernières années, non seulement il a fait partie de l'équipe actuellement au pouvoir, il n'a jamais émis aucune réserve sur aucune des réformes adoptées par cette équipe. Et aujourd'hui, on voudrait nous faire croire à une virginité retrouvée. Moi, je crois, vous savez, à quelque chose de très simple en politique, que porte bien Ségolène Royal d'ailleurs, c'est la constance et le courage. Je ne crois pas du tout au « pardon, je me suis trompée, alors je recommence, on oublie tout ». Voilà, donc moi, ça ne veut pas dire, d'ailleurs, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler avec les centristes. Hein. Entendons-nous bien, je parle de la personnalité de Jean-Louis Borloo, mais s'agissant des centristes, au contraire, à l'instar de ce que nous faisons dans nos collectivités territoriales, je crois qu'il faut être capable aujourd'hui, pour remporter une élection présidentielle, de faire la synthèse entre la gauche et le centre. Et quelqu'un comme Ségolène Royal, pour le coup, en est capable, elle l'a démontré en Poitou-Charentes, elle l'avait déjà démontré en 2007, capable de parler à tous. On reçoit Jean-Pierre Chevènement d'ailleurs demain. J'allais vous poser une question à ce sujet. Vous la recevez à une université populaire pour parler de la France et de la République. Jean-Pierre Chevènement est un protectionniste et dit que la crise a renforcé sa conviction. Est-ce que vous êtes pour ce retour au protectionnisme ? On est pour penser la mondialisation telle qu'elle existe aujourd'hui. D'autres, Arnaud Montebourg par exemple, ont parlé de démondialisation. Une chose est certaine aujourd'hui, c'est que la mondialisation profite à certains et qu'une large partie des Français, malheureusement, en subissent les travers. Donc, il faut évidemment se poser un certain nombre de questions. Jean-Pierre Chevènement le fait bien. La question de la réhabilitation de la République est une question que partage Ségolène Royal. Le drapeau français, par exemple, qu'elle a su se réapproprier et qu'elle incite les uns et les autres à se réapproprier. Tout ça, l'ordre juste. L'ordre juste, les questions de sécurité. Vous savez que Ségolène Royal... Oui, alors avant de parler de la sécurité, sur le protectionnisme, il faut une dose de protectionnistes à l'échelle européenne, à l'échelle française ? Je pense en effet qu'il y a des sujets sur lesquels il faudrait pouvoir retrouver de la souveraineté nationale. À propos de sécurité, le maire écologiste de Sevran, qui s'appelle Stéphane Gatignon, a demandé l'intervention de l'armée après les règlements de compte entre bandes rivales qui se sont produites vendredi près d'établissements scolaires où les enfants ne peuvent plus aller en récréation de peur de prendre une balle perdue. Ségolène Royal a trouvé qu'il avait parfaitement raison de demander l'armée. Est-ce que c'est aussi votre opinion ? Mon opinion, en tout cas, c'est que ce qui me semble choquant, c'est qu'on ait attendu que le maire de Sevran en appelle à l'armée pour médiatiser les événements qui se sont produits dans sa ville, puisque visiblement, c'était la 3e fois qu'il était tenu d'interrompre une récréation pour éviter que les enfants se prennent une balle perdue. Donc ça veut dire que le degré de violence dans cette ville est extraordinaire. Ça veut dire qu'on a là un échec incroyable du gouvernement et on se demande ce que fait ce gouvernement. Alors, en appeler à l'armée, vous savez que Ségolène Royal, en 2007, avait déjà préconisé cet encadrement militaire des jeunes délinquants. Moi, j'ai toujours considéré que ça pouvait être une solution parmi d'autres dans un panel, en tout cas, de réponses qui aujourd'hui manque cruellement. Ségolène Royal a clairement proposé, avec le maire de La Rochelle qui était d'accord pour expérimenter la chose, à Hervé Morin, lorsqu'il était ministre de la Défense, d'expérimenter ce type d'encadrement militaire sur le territoire. Il lui a été répondu par la négative. Alors peut-être que si M. Ciotti porte ce sujet, même si je n'ai pas le plus grand respect pour les propositions de M. Ciotti, excusez-moi, mais peut-être que ça va remettre ce sujet en débat. Vous êtes plus en phase avec Éric Ciotti qu'avec le projet du PS sur la sécurité, apparemment. Pas du tout. Je suis absolument pas en phase avec Éric Ciotti. Je constate simplement que ce député UMP est en train finalement de tirer comme conclusion dans son rapport que la politique sécuritaire du gouvernement depuis 10 ans a totalement échoué. C'est assez intéressant. Bruno Le Maire, le ministre de l'Agriculture, était à votre place hier. Il vous a posé une question sur le projet du PS. Vous avez prévu dans le cadre du projet socialiste de mettre en place une allocation d'autonomie pour les jeunes qui est réservée aux jeunes qui font des études supérieures. Je voudrais savoir d'une part comment vous comptez financer cette allocation qui est très coûteuse et d'autre part si vous ne trouvez pas injuste que cette allocation soit réservée aux étudiants dans le supérieur, par conséquent financée par tous ceux qui travaillent et qui n'ont pas eu forcément la chance de faire des études longues. 2 questions, mais je vais vous demander des réponses brèves. Financement et justice du système.
Alors, financement, c'est simple. Il s'agit de redistribuer un certain nombre d'allocations qui sont aujourd'hui versées aux familles au lieu d'être versées aux jeunes. Je pense que c'est un petit peu la nouveauté de ce redéploiement. C'est du redéploiement. Et puis, sur la deuxième partie de la question, c'est simple. Cette allocation d'études, d'abord, elle est sous condition de ressources, hein, entendez-le bien. Et puis ensuite, l'idée, c'est que les jeunes qui sortent trop prématurément du système scolaire puissent avoir un droit à la formation initiale différée dont ils pourront profiter plus tard. L'idée, c'est d'offrir finalement de façon équitable à tous les jeunes la chance de pouvoir se construire un futur pour eux, mais aussi pour l'ensemble de la société, parce que c'est en leur permettant de se construire un futur, de s'installer, de travailler, qu'on pourra leur permettre aussi de contribuer à leur tour à la solidarité nationale, aux retraites, etc., etc. Juste une chose, parce que sa question, dans le fond, en disait long sur l'état d'esprit qui règne, je trouve, aujourd'hui au sein du gouvernement. Oui, il me semble naturel que des catégories en France payent pour la solidarité nationale, quelle que soit leur situation propre. C'est ça la solidarité, c'est ça l'imposition. Là, il parlait des gens qui n'ont pas fait d'études, qui financeraient partiellement celle des gens qui en font. Oui, mais ce qui se dessine en creux de sa question, c'est que pour lui, une bonne société, c'est celle du repli sur soi, où chaque catégorie a ses intérêts particuliers et se consacre à ses intérêts particuliers. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'investir dans notre jeunesse, au contraire, c'est tirer toute la société vers le haut, y compris permettre à ces ouvriers qui n'ont pas fait d'études de percevoir des retraites. Je pense que tout le monde est d'accord pour investir sur la jeunesse. La question, c'est celle du comment. Najat Belkacem, je vous remercie. Merci à vous. Demain, nous recevrons le député UMP de Paris, Claude Goesgen. Bonsoir et à demain.